Bonjour, voici la suite de la première vidéo. N'oubliez pas que le contenu de cette vidéo ainsi que les dessins sont des œuvres originales et qu'ils sont donc soumis à des droits d'auteur. Merci de les respecter. Dans le premier film, on a parlé de bombardement. On va reprendre ici cette notion de bombardement d'informations. Comment l'influx nerveux se produit-il au commencement? C'est-à-dire, comment de petites ondes électriques sont-elles générées au tout début du neurone, au niveau des épines dendritiques et des dendrites? De multiples informations en provenance des neurones précédents vont activer des récepteurs sur les épines dendritiques ou sur les dendrites. Ces récepteurs possèdent un canal pour laisser passer les ions qui seront à l'origine des ondes électriques. Les canaux, à ce niveau, laissent entrer des ions, ce qui entraîne des dépolarisations ou des hyperpolarisations. Ces événements électriques sont appelés des potentiels postsynaptiques, plus familièrement connus sous leur petit nom de PPS. Il y a des PPS excitateurs, issus des dépolarisations, que l'on appelle familièrement les PPSE, ou des PPS inhibiteurs, issus des hyperpolarisations, appelées PPSI. Si je reprends l'analogie de la chevelure et des épis dans mes cheveux, analogie que j'ai utilisée dans la première vidéo, on pourrait dire que c'est un peu comme si je mettais de la lotion dans mes cheveux. Certaines lotions auront un impact positif. Elles feront briller mes cheveux. Et ça pourrait être une bonne analogie pour la dépolarisation ou les PPSE. Par contre, d'autres lotions ne seront pas adaptées à ma chevelure. Elles auront un impact négatif, et vont les rendre un peu moins brillants. À ce moment-là, ce serait l'analogie pour les PPSI. Notez sur le dessin les points de jonction des petits rectangles. Ils matérialisent les PPS. Les PPSE sont représentés en vert avec le chiffre 1 et les hyperpolarisations en rouge avec le chiffre -1. Ces informations, les PPS, qu'ils soient E ou I, excitateurs ou inhibiteurs, ne peuvent pas propager individuellement très loin sur la membrane. Mais ils ont la propriété de s'additionner les uns aux autres pour améliorer leur possibilité de propagation. Par exemple, si je mets un peu de bonne lotion sur un seul épi, cela va améliorer la situation de ma chevelure, mais de façon très locale. Si je mets plus de lotion à plusieurs endroits, alors l'ensemble de ma chevelure, par addition des effets positifs, va s'améliorer. C'est la même chose si je réplique cela avec une lotion négative. Si j'en mets un peu, une seule mèche de cheveux pourrait être moins brillante. Mais si je mets beaucoup de lotion, alors toute la chevelure sera moins brillante. Et si, parce que je suis un peu aventureuse, je mélange les lotions, je mets un peu de lotion positive, un peu de lotion négative, alors on aura une addition des deux effets. Ils pourront éventuellement s'annuler et ma chevelure restera dans le même état, en apparence, que ce qu'elle avait auparavant, mais elle sera toujours sous l'effet des deux lotions. Pour en revenir à des termes plus scientifiques, c'est un peu ce qui se passe, comme je le disais, avec les PPSE et les PPSI. Ils peuvent s'additionner entre eux, PPSE avec PPSE, PPSI avec PPSI, mais également des PPSE avec des PPSI, et dans ce cas, ils auront tendance à s'annuler. Maintenant que l'on sait ce qui se passe au niveau de toutes ces informations sur les épines et les dendrites, que leur sommation permet au PPS de se propager sur la membrane du corps cellulaire vers le cône d'implantation ou le cône d'émergence, que va-t-il se passer? Le cône d'implantation se trouve à la jonction du corps cellulaire et de l'axone. Si le résultat final de toutes les sommations est plutôt positif, une dépolarisation finale, c'est-à-dire que j'ai en finale plus de lotion positive que de lotion négative, ma chevelure sera globalement en bon état, sans épis, et elle sera très brillante. Si le résultat global est très positif, ma chevelure sera extrêmement brillante. Par contre, si le résultat final est une hyperpolarisation, ma chevelure sera terne, car la lotion négative aura pris le dessus. Si ma chevelure est très brillante, c'est-à-dire si le résultat final est une forte dépolarisation, alors l'information pourra se propager via l'axone.
En fait, ma chevelure doit être suffisamment brillante pour que les gens le remarquent. C'est la notion de seuil. Il faut que non seulement mes cheveux brillent, mais qu'ils brillent suffisamment pour que quelqu'un puisse le remarquer. En termes scientifiques, il faut que la dépolarisation finale soit suffisamment importante pour atteindre un seuil. Ce seuil est fixé à -50 mV. À partir de ce moment-là, le message sera transporté depuis le cône d'implantation vers l'arborisation terminale par l'intermédiaire de la membrane axonique. Ce message est appelé potentiel d'action. C'est un peu comme si l'effet satisfaisant de ma chevelure brillante avait le pouvoir de se propager dans tout mon corps sous une forme d'onde de bien-être. Waouh, j'ai des beaux cheveux et on le remarque. En termes scientifiques, si la dépolarisation atteint le seuil, cela permettra de générer automatiquement un signal de forte amplitude, le potentiel d'action. Et celui-ci se propagera de part en part sur tout l'axone et sur toutes ses collatérales. Cette dépolarisation est tellement importante qu'elle va momentanément inverser la charge du neurone et le milieu intérieur qui était négatif va devenir positif pendant un bref instant, quelques millisecondes en fait. Le milieu intérieur va passer de -70 à +30 mV. Après le potentiel d'action, la situation revient à un potentiel de repos, c'est-à-dire à -70 mV. Comme si l'onde de satisfaction ressentie pour ma belle et brillante chevelure ne durait qu'un bref instant. Ensuite, je reviendrai à mon niveau émotionnel habituel, jusqu'à ce qu'une autre personne remarque ma chevelure et qu'à nouveau j'ai une onde de satisfaction et de bien-être. En d'autres termes, il peut y avoir plusieurs potentiels d'action successifs sur un même axone. Les axones des neurones, on l'a vu dans la vidéo précédente, sont souvent enrobés de myéline, comme habillés de myéline. Cette myéline est isolante, comme des habits qui nous protègent du froid ou du soleil. La myéline, elle, protège les axones des éventuelles agressions, des toxines. Elle aide à la nutrition de l'axone et évite que l'électricité, que les potentiels d'action qui circulent sur les axones n'interfèrent les uns avec les autres. Mais elle a aussi comme rôle de faire passer l'information plus rapidement dans l'axone, d'accélérer la propagation des informations contenues dans le potentiel d'action. Le potentiel d'action va donc se propager plus vite car il va sauter de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier. On parle de conduction saltatoire. Désolé, je n'ai pas trouvé vraiment d'analogie à ce niveau avec les vêtements. On sait que tous nos neurones ne sont pas habillés de myéline de la même façon. Tout comme certains n'ont pas les moyens d'acheter des habits efficaces contre le froid. Les axones sont recouverts de plus ou moins de myéline, et certains n'en ont pas du tout. On parlera alors de neurones amyéliniques avec un A privatif. Heureusement, les informations primordiales, celles qui nous permettent de soutenir les comportements, sont convoyées par des neurones moteurs et ou sensoriels. Ce sont des neurones plutôt fortement myélinisés, et donc où l'information circule vite et bien. Des vrais formulins d'information. Les axones des neurones qui ont le moins, voire pas du tout de myéline, sont les neurones de la douleur. Et c'est tant mieux parce que je suis vraiment pas fan de l'arrivée rapide de la douleur au niveau de mon cerveau. Les messages provenant de la douleur périphérique arrivent via des neurones sans myéline. L'information est donc très lente. En fait, les potentiels d'action rapides, provenant de neurones fortement myélinisés, vont court-circuiter le message de la douleur. Ces potentiels d'action rapides arrivent au cerveau et seront analysés, traités en priorité, ce qui va demander beaucoup d'énergie. La douleur, elle, paraîtra moindre, car elle ne sera pas traitée complètement. Il n'y a plus assez d'énergie. En fait, si vous focalisez sur la douleur, elle sera reconstruite complètement et amènera évidemment une sensation forte de douleur. Mais si vous pensez à autre chose, ces informations-là seront reconstruites en priorité dans votre cerveau, et la douleur beaucoup moins. Vous pouvez aussi occuper votre esprit en jouant aux jeux vidéo ou en faisant des mots croisés. Merci d'avoir visionné cette mini bande dessinée, et à bientôt pour d'autres aventures neuronales.